C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette édition du 20h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités économiques. Le projet Connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion de Madagascar DECIM et le projet de productivité et de résilience des moyens de subsistance en milieu rural. Tels sont les deux projets qui ont reçu l'approbation de financement à hauteur de 600 millions de dollars de la Banque mondiale le 30 mars dernier. Le premier projet permettra de doubler l'accès à l'énergie si le second vise à renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires prioritaires. Les détails. Madagascar se classe au 13e rang des pays les plus peuplés sans électricité. Plus de 18 millions de personnes n'ont actuellement pas accès à l'électricité et seulement 33,7% des Malgaches ont accès à l'électricité. En matière de communication et d'utilisation des services à large bande, Madagascar accuse un retard malgré les progrès réalisés ces dernières années. Le taux d'utilisation d'Internet est en augmentation, atteignant 22% en 2021 contre 5,6% en 2016. Cependant, ce taux reste l'un des plus faibles au monde et inférieur à la moyenne qui est de 33% pour l'Afrique subsaharienne. Le président de la République Andry Rajoelina a annoncé que l'accès à l'énergie et aux services numériques fait partie des priorités du gouvernement. Ainsi, la Banque mondiale a approuvé la semaine dernière l'allocation de 400 millions de dollars au projet DECIM ou Connectivité numérique et énergétique pour l'inclusion à Madagascar. Environ 10 millions de personnes, soit 2 millions de foyers, bénéficieront du projet. 3 400 000 nouveaux utilisateurs utiliseront Internet. Environ 2000 hôpitaux et écoles bénéficieront de tarifs d'énergie renouvelable et d'une meilleure connectivité numérique. Parallèlement, la Banque mondiale a accordé un crédit à hauteur de 200 millions de dollars pour le projet Productivité et de résilience des moyens de subsistance en milieu rural pour les régions Sofia et Alochamangour. 150 000 ménages bénéficieront du projet, dont 165 000 agriculteurs qui bénéficieront du déploiement des bandes intrants boostées par la blockchain et d'une formation sur l'agriculture intelligente face au climat et les pratiques agroécologiques. Le projet financera la réhabilitation de 30 000 hectares de périmètres irrigués, de 30 000 hectares de bassins versants et de 150 km de routes rurales pour améliorer l'accès au marché. Il facilitera également les investissements des agriculteurs dans la micro-irrigation et la gestion durable des paysages par les communautés sur 61 000 hectares. Outre les 200 millions de dollars de la Banque mondiale, l'AFD a accordé un crédit de 25 millions pour ce projet. Ces deux projets touchent des secteurs clés porteurs de la croissance à Madagascar, le secteur agricole, qui reste la plus grande source d'emploi pour la majorité des Malagasy, ainsi que les secteurs cruciaux de l'énergie et du numérique. Ce soutien sera transformateur pour les petites entreprises ainsi que pour les ménages et les citoyens et mettra Madagascar sur la voie du doublement du taux d'accès à l'électricité. Le projet de productivité et de résilience des moyens de subsistance en milieu rural, quant à lui, va améliorer non seulement la productivité, mais aussi l'accès au marché des intrants et des produits essentiels. Toujours dans ce cadre, la production d'électricité sera augmentée de 64 MW d'ici 3 ans grâce à la centrale hydroélectrique de Ranmafan. L'accord cadre pour un financement de plus de 239 millions de dollars s'est tenu ce jour entre la Chine et le gouvernement malagasy à travers la ministre des Affaires étrangères. Les détails. Au cours des 50 dernières années, la Chine a soutenu le développement de Madagascar dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a eu la signature entre le gouvernement malgache par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères et le gouvernement chinois pour un prêt d'une valeur de 240 millions de dollars pour la construction de la centrale hydroélectrique de Ranmafan. Espérons que cette centrale renforcera l'approvisionnement d'électricité de la région de la capitale. Par ailleurs, comme c'est une centrale hydroélectrique, le projet réduira les émissions de carbone dans la lutte contre le changement climatique. Évidemment, la réalisation du projet apportera une contribution au développement économique et social durable dans Madagascar. La production d'électricité, grâce à cette centrale hydroélectrique, augmentera de 64 MW, selon le ministre de l'Énergie
et de l'hydrocarbure, la construction prendra 3 ans et, à terme, l'infrastructure sera entièrement la propriété de la JIRAMA. Concernant les coupures d'électricité, le ministre a confirmé que la production a été résolue, mais qu'il y a un problème dans la distribution en raison du grand nombre des usagers. En conséquence, il y aura un projet d'installation d'une nouvelle sous-station pour renforcer celle existante. Le projet d'amélioration du réseau de distribution sera également mis en œuvre. Diplomatie toujours, l'Iran a beaucoup d'expérience en matière de gestion des ressources en eau, selon son ambassadeur qui a effectué une visite de courtoisie au ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Ravou Khachafidiniaf, ce matin à son bureau à Mbuzatouf. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'échanger sur les opportunités de coopération dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. L'Iran a proposé son appui pour le transfert de savoir-faire et de renforcement de capacités. Cette rencontre a également permis à l'Iran, à travers son ambassadeur, de témoigner de sa détermination à aider le sud de Madagascar contre la sécheresse. Plus d'explications. Pour moi, c'est un réel plaisir de venir rendre visite à Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement. C'est une visite de courtoisie, mais on a parlé un peu des opportunités qui existent pour commencer une coopération réelle entre l'Iran et Madagascar en matière de l'eau. Donc, nous avons beaucoup d'expérience dans le domaine de l'eau, de la maîtrise de l'eau, de purification de l'eau, de recyclage des eaux usées, aussi la construction des barrages, transfert de l'eau. Là-bas, en Iran, nous avons presque le même climat que Madagascar. Nous avons les mêmes problèmes de changement climatique, les désastres naturels par l'eau. Donc, on a passé en revue avec M. le ministre qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons transférer un peu le savoir-faire iranien dans le domaine de l'eau, comment nous pouvons donner un coup de main pour aider le Sud qui est en difficulté actuellement. Voilà, c'est des axes importants que nous avons vus avec M. le ministre. Et puis la rencontre officielle entre le président du Sénat de Madagascar, Herman Anrazaf Maïf, et le président du Sénat français, Gérard Larcher, au Palais de Luxembourg, Paris, le 5 avril, a été l'occasion pour les deux chefs d'institution de rappeler les relations historiques, fraternelles et amicales entre Madagascar et la France. La coopération décentralisée entre les deux pays a été au cœur des échanges entre les deux personnalités. Les détails avec Miarvou Latfiren. Le président du Sénat malagasy, Herman Anrazaf Maïf, a souligné l'importance de ces relations historiques qui lient les deux pays et la présence de la France pendant les moments difficiles traversés par Madagascar, comme par exemple durant la période difficile du Covid-19. Il a rappelé que le renforcement des relations de coopération et des relations parlementaires entre la France et Madagascar se trouve au cœur des échanges entre les deux pays et cela comprend également la coopération régionale avec la Réunion qui est une voisine de Madagascar. Le président Larcher, quant à lui, a réitéré l'importance de ces relations qui sont encore plus marquées par la présence de plus de 100 000 Malagasy en France et celle de 16 000 Français à Madagascar. Madagascar accueille un grand nombre d'investisseurs français et est le deuxième pays du monde bénéficiant des aides publiques au développement de la France. Plusieurs domaines de coopération unissent ainsi la France et Madagascar, à savoir entre autres les domaines agroalimentaires, économiques, culturels et celui de l'éducation à travers les nombreuses alliances françaises à Madagascar. Plusieurs priorités de Madagascar suscitent également l'intérêt de la France et comprennent notamment la biodiversité, la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, les ressources halieutiques, la valorisation du savoir-faire malagasy et les infrastructures. Les deux personnalités se sont accordées sur l'organisation par les deux Sénats des assises régionales entre la France et Madagascar en 2024, auxquelles des présidents de régions de la France, accompagnés par des opérateurs économiques et industriels français participeront, ainsi que les chefs de région de Madagascar avec les opérateurs malagasy. Ces assises auront pour but de renforcer la coopération décentralisée entre la France et Madagascar et d'attirer encore davantage d'investisseurs français à Madagascar. Cette rencontre bilatérale parlementaire au sommet ouvre la voie vers la multiplication des accords de coopération régionale entre la France et Madagascar, tout en renforçant les collectivités territoriales décentralisées du pays. Les échanges entre les deux Sénats seront réalisés notamment dans le cadre des groupes d'amitié France-Madagascar au sein de chacune des deux institutions.
La délégation malagasy conduite par le président du Sénat a reçu un salut public de tous les sénateurs français durant la séance publique de questions au gouvernement français. Dans un tout autre sujet, le gouvernement prendra en charge la réfection des routes dans la capitale, a décidé le Conseil des ministres d'hier. Il a également été mentionné que l'armée malgache allait commander des hélicoptères pour lutter contre l'insécurité. Par ailleurs, des modifications ont été apportées au processus de mise en œuvre de l'utilisation du budget de l'État. Des réformes qui visent à améliorer et à accélérer le traitement des dossiers au niveau des ministères conformément aux instructions du président de la République. Les détails. Dans l'optique d'améliorer et d'accélérer le traitement des dossiers administratifs concernant les dépenses publiques, le président de la République a émis hier, lors du Conseil des ministres, des instructions pour la réforme. Ainsi, les étapes à suivre sont les suivantes. Il est de la responsabilité de chaque ministre de porter son projet d'investissement en Conseil des ministres avec l'évaluation du marché du travail qu'il fera si celui-ci n'est pas encore clairement défini dans la loi de finances 2023. Une fois approuvé au Conseil, chaque ministère peut procéder à l'appel d'offres et passer au contrôle des fonds muni d'une autorisation du Conseil certifiant l'approbation du projet. Concernant la réalisation des projets du président, un guichet unique sera installé pour gérer tous les détails de l'appel d'offres requis par le marché. Il y aura également la nomination d'un inspecteur d'État. Par ailleurs, la dégradation des routes à Antananarivo a également été évoquée hier. Il a été décidé que le gouvernement prendra en charge la réfection de ces dernières. Un appel d'offres restreint en raison de l'urgence sera de ce fait effectué. Le Conseil des ministres a également approuvé la participation du gouvernement malgache au projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce phase 2, financé par le groupe de la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'OFID et la Banque asiatique d'investissement international. Ce financement s'élève à 322,54 millions de dollars américains, dont 2% sera la part du gouvernement malgache sur son propre budget. L'insécurité est préoccupante. Le Conseil des ministres a approuvé la prise en charge par le gouvernement malgache des taxes et droits de douane à l'importation de marchandises de l'étranger concernant les hélicoptères de l'armée malgache, Airbus type H-130 et tous les accessoires qui vont avec. Cet hélicoptère a été acheté par le gouvernement malgache à travers le ministère de la Défense nationale pour renforcer les équipements de l'armée de l'air nécessaires à la lutte contre le terrorisme. Dans les actualités sociales, le projet Lalakil 3 a mis en valeur les lieux culturels et les patrimoines, mais aussi les lieux touristiques de la capitale. Les rues, les escaliers de pierre et les canaux ont été réhabilités afin de pouvoir évacuer tous les eaux usées de la Haute-Ville, qui est un quartier mettant en valeur l'identité de l'Imeren. Ces infrastructures ont été inaugurées aujourd'hui par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et de l'ambassade de France à Madagascar. Le projet Lalakil qui est financé par l'AFD. Andeniana Martina sur les images de Sechandianab. 4 fokontane dans la partie haute de la ville d'Antananarivo, à savoir un Boiputsi, un Bomtsimbun, un Boutsrou, un Tafevaracha, un Bavademtaf et Manzakamiat na Ansaonj ont été les bénéficiaires du projet Lalakil 3. Ces fokontanes ont été particulièrement mis en avant car ce sont des lieux historiques de Madagascar qui attirent des touristes, qu'ils soient des Malagasy ou étrangers. Diverses infrastructures ont été réhabilitées comme des escaliers de pierre, des ruelles en pavé et des canaux d'évacuation d'eau. Outre ces 4 fokontanes dans le 2e arrondissement de la capitale, 71 autres fokontanes ont bénéficié de ce projet, notamment les 27 communes aux environs d'Antananarivo. Environ 1 million d'habitants sont ciblés directement ou indirectement par ce projet. Environ 1110 infrastructures de toutes sortes ont été effectuées à travers ce projet de Lalakil 3 financé par l'AFD ou Agence française de développement. Ce qui a été inauguré aujourd'hui n'est qu'une partie de ce qui a été réalisé avec l'appui de l'ambassade de France à Madagascar et du sénateur français Olivier Cadic qui effectue une mission à Madagascar actuellement.
Et à quelques jours de la fête des Pâques, la Direction générale de la sécurité routière effectue des sensibilisations. Ce service appelle tout un chacun à respecter les mesures comme le fait d'effectuer une visite technique spéciale sur les voitures qui sortent à plus de 40 km de leur zone de circulation. Tous les taxis-brousses devront également passer des visites avant chaque départ à la gare routière, mais aussi de respecter la hauteur des bagages. Antoniana Martina. Si l'on utilise des véhicules de transport comme les taxis B et les taxis brousse pour des raisons personnelles, notamment des pique-niques ou des sorties entre familles ou associations, et qu'ils doivent sortir au-delà de 40 km de leur zone de circulation, ces véhicules doivent effectuer une visite technique spéciale, même si leur visite technique habituelle est encore à jour, une mesure nécessaire avant que l'ATT ou l'Agence des transports terrestres puisse donner une autorisation spéciale. Il faut également respecter la limite de vitesse mise en place par la loi. Pour les taxis brousse, ils ne doivent pas faire des allers et retours dans une journée. Un véhicule devra avoir 2 chauffeurs si le trajet est à plus de 400 km afin d'éviter les accidents. Les responsables au sein du DGSR rappellent à tout un chacun qu'il est interdit de mélanger les passagers et les marchandises. Les véhicules de transport de passagers restent des transports de passagers et les véhicules de marchandises restent des véhicules de transport de marchandises. Il est aussi interdit de transporter des produits inflammables comme les carburants, les gaz dans une voiture, car cela peut entraîner des incidents, comme ce qui s'est passé à Tolagnard, entraînant le décès de plusieurs personnes, affirment les responsables au sein du DGSR. Les contrôles techniques inopinés des véhicules se feront et seront renforcés sur les routes avant, pendant et après les fêtes de Pâques, mais aussi au sein des stationnements. Ils seront effectués par les équipes de la DGSR, de l'ATT et des forces de l'ordre. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales où les condamnations internationales se multiplient mercredi 5 avril après des violences dans la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem où la police israélienne est intervenue pour déloger les fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses. France 24. Des fidèles musulmans filment la scène depuis l'intérieur de la mosquée. On aperçoit à l'entrée des affrontements entre policiers israéliens et civils palestiniens. Puis les pèlerins sont sommés de quitter Al-Aqsa. Plus de 350 personnes évacuées par les forces de l'ordre à coups de balles en caoutchouc et de grenades assourdissantes. Tout autour de l'édifice, sur l'esplanade des mosquées, un dispositif sécuritaire musclé. Selon Israël, l'intervention visait à déloger des agitateurs masqués. Des témoins rapportent qu'ils lançaient des projectiles sur la police anti-émeute. Pour la deuxième soirée consécutive, un climat de tension s'est installé à Jérusalem-Est, en plein Ramadan et alors que les Juifs célèbrent la Pâque juive. La police et l'armée ont retiré les portes et brisé les fenêtres. On commençait à tirer des gaz lacrymogènes et à frapper les gens avec des matraques. Et ils les ont forcés à sortir. Les gens ne dérangeaient personne la nuit. Les Juifs ne viennent pas dans l'enceinte la nuit. Les Israéliens veulent simplement vider la mosquée de ces musulmans. Le mouvement islamiste du Hamas avait appelé un peu plus tôt les fidèles musulmans à s'enfermer dans l'enceinte d'Al-Aqsa. Une initiative en riposte aux appels de groupes suprémacistes juifs à se rapprocher du lieu sacré et y sacrifier un animal pour Pessah. Tel Aviv a rappelé son engagement à respecter la liberté de culte. Certains Israéliens veulent éviter l'escalade. Je pense que tout va bien se passer. Vous voyez que cette année, c'est mieux que les années précédentes. Sur les 100 000 musulmans qui viennent ici en cette période, il y en a entre 100 et 200 arrêtés au mont du Temple. Vous voyez, partout, il y a des gens qui créent des troubles et des problèmes. Mais la situation s'est tendue dans les territoires palestiniens. Plusieurs roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction d'Israël, qui a riposté par des bombardements aériens sur des cibles présentées comme des sites de production d'armes du Hamas. En 2021, les affrontements sur l'esplanade des mosquées avaient dégénéré en une guerre de 10 jours entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Et le syndicat français organise ce jour une 11e journée d'action contre la réforme des retraites adoptée au forceps au Parlement. Les autorités attendent de sources policières entre 600 et 800 000 personnes dans les rues, dont 60 à 90 000 à Paris. Le nombre de grévistes attendus est en baisse. France 24. Dans les Bouches-du-Rhône, à la centrale thermique de Gardanne, ces salariés ne veulent pas baisser les bras, bien au contraire.
C'est hors de question qu'on soit ni découragé, ni démobilisé, ni quoi que ce soit. On est déterminé, on ira jusqu'au bout. Les initiatives vont se multiplier, on va en faire et de plus en plus fortes. Devant le plus grand incinérateur d'Europe, des éboueurs se préparent déjà à reprendre la mobilisation. J'étais un peu persuadé que le gouvernement n'allait pas lâcher. Donc nous, on ne va pas lâcher non plus. Et on va voir qui va lâcher le premier. Pour autant, dans les transports, la grève sera moins suivie, avec 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2 en circulation. Pour cette 11e journée contre la réforme, c'est aussi la mobilisation dans les rues qui sera scrutée. Pour terminer, Londres a ajouté à son arsenal controversé de lutte contre l'immigration illégale le recours à une barge à quai dans un port anglais pour héberger 500 demandeurs d'asile afin de réduire les coûts, dissuader les traversées de la Manche et réduire au minimum les perturbations pour la population locale. France 24. Les migrants qui arrivent sur ces côtes anglaises n'iront pas plus loin que ce bateau. Cette barge, qui peut héberger jusqu'à 500 personnes, a été conçue par le gouvernement britannique pour réduire les coûts liés à l'hébergement des migrants. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où nous dépensons 6 millions de livres sterling par jour pour des hôtels accueillant des demandeurs d'asile illégaux. Nous proposons des sites alternatifs comme cette barge qui vont nous permettre d'économiser de l'argent. Selon le gouvernement britannique, l'hébergement des migrants illégaux coûte à l'État 2,3 milliards d'euros par an. Mais il y a aussi un autre objectif derrière ce type d'hébergement, dissuader la traversée. Nous devons utiliser d'autres options d'hébergement, comme le font nos voisins européens, y compris l'utilisation de barges et de ferries pour économiser l'argent du contribuable britannique et éviter que le Royaume-Uni ne devienne un pôle d'attraction pour les demandeurs d'asile en Europe. Toujours selon les chiffres du gouvernement britannique, le nombre de migrants qui arrivent par la mer a connu un bond spectaculaire ces dernières années. Environ 5 000 en 2020, 28 000 en 2021, 33 000 en 2022. Les autorités affirment que ce type de barge possède les équipements d'accueil adéquats, mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, il s'agit d'un projet cruel. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Restez avec nous tout de suite après le film Savage Salvation. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités.